Bonjour à tous, un exposé fait dans le cadre de la fête de lutte ouvrière 2020. Religion et lutte de classe dans les villes au Moyen-Âge. Le Moyen-Âge s'étend entre la chute de l'Empire romain et la découverte de l'Amérique par les Européens. Ces 1000 années ne sont pas la période figée qu'on croit parfois. Les choses changent beaucoup, en particulier au cours des 11e, 12e et 13e siècles. La vieille civilisation agricole règne encore largement sur l'Europe. Mais dans les villes, un monde nouveau est en train de naître. À Venise, à Bruges, à Londres, à Gand, des fabricants de textiles, des commerçants, des banquiers forment une nouvelle classe sociale appelée un essor inexorable, la bourgeoisie. La bourgeoisie elle-même ne peut exister sans ouvriers, et les villes se peuplent donc d'une population laborieuse toujours plus nombreuse. Nous allons voir comment cette évolution donne une impulsion nouvelle aux rapports sociaux, aux conflits de classe, et pour finir, provoque une modification en profondeur de la religion et de ses manifestations, de la période romane jusqu'à l'émergence de l'art gothique. À partir de l'an 1000 environ, et pour un bon siècle et demi, l'art roman s'épanouit, en particulier dans le sud de l'Europe, en Italie, en Catalogne par exemple. Cette nouvelle forme d'art apparaît au XIe siècle, qui est une époque de croissance de la population. Un monde plus peuplé est un monde qui produit plus, c'est un monde plus riche. L'accumulation des richesses permet un renouveau de l'architecture et de l'art en général. Les hommes de l'an 1000 se remettent à construire à la façon des Romains, d'où l'expression d'art roman, pas tant du point de vue du style que de la technique, c'est-à-dire qu'on construit en dur, en pierre ou en briques, par exemple, comme on le voit avec l'exemple de Saint-Cernin, l'église Saint-Cernin de Toulouse. C'est la raison pour laquelle des centaines d'édifices romans existent encore aujourd'hui. Une part très importante du rituel religieux à l'époque romane est le culte des saints et des saintes qui permet à l'Église de se fondre dans le vieux fond polythéiste du monde paysan. On est à une époque où les campagnes commencent tout juste à être christianisées en profondeur. Comme de bien entendu, la croissance économique ne profite pas à tout le monde. Il faut rappeler qu'au Moyen-Âge, la société est divisée en deux classes très inégales. Il y a d'un côté la classe de ceux qui possèdent les terres agricoles, c'est-à-dire la noblesse et l'Église, et de l'autre, la classe de tous ceux qui travaillent pour nourrir les premiers. Et cette classe est essentiellement composée de paysans. Il y a donc deux grandes classes sociales, ceux qui travaillent et ceux qui vivent du travail des autres, l'Église et la noblesse. L'alliance entre l'Église et la noblesse remonte au dernier siècle de l'Empire romain et elle n'a fait que se renforcer durant la première moitié du Moyen-Âge. La croissance économique renforce d'abord la noblesse, qui se lance dans de grandes expéditions militaires en Orient, qu'on a appelées les croisades. Il n'y a plus, ou pas encore, de grands États, comme peuvent l'être la France ou l'Espagne de la fin du Moyen-Âge. Le pouvoir politique est assez morcelé et local. La première croisade est ainsi dirigée, aux côtés de deux autres princes, non pas par le roi de France, mais par le comte de Toulouse par exemple. Si la noblesse se renforce ainsi, c'est qu'elle confisque la plus grande part de la plus-value, c'est-à-dire des richesses agricoles qui ne sont pas directement nécessaires aux agriculteurs pour nourrir leurs familles et mener leur culture. Dans ce schéma, l'Église possède, comme la noblesse et aux côtés de la noblesse, de très nombreuses terres et se comporte avec les paysans très exactement comme un seigneur féodal. Il faut en effet rappeler qu'au Moyen-Âge, l'agriculture est l'activité économique qui produit le plus de richesses. Ce n'est pas une nouveauté historique, loin s'en faut. Cela est vrai au moins depuis l'apparition, il y a 5000 ans environ, des premiers États au Proche-Orient, du côté de la Mésopotamie ou de l'Égypte. La structure sociale a donc peu évolué. Une étroite classe de propriétaires terriens possède les terres agricoles et l'immense majorité de la population travaille au profit de cette classe. Pour qu'une petite classe de propriétaires terriens maintienne sa domination sur l'immense majorité de la population, cela suppose qu'elle mène une lutte des classes permanente. Pour mener cette lutte, elle compte d'abord sur sa force armée. On peut ainsi relever que l'invention des armes, comme les épées par exemple, coïncide avec celle des premiers États au Proche-Orient. Mais cette petite classe de grands propriétaires compte aussi sur les premières religions organisées autour de clergés et de temples. 5 millénaires plus tard, le pouvoir continue de s'appuyer conjointement sur les soldats et sur les prêtres. L'idée qui régit le christianisme n'est pas très originale. Dieu est tout-puissant, il a créé et fait fonctionner la nature,
et met cette nature au service de l'humanité quand il est content d'elle. Les hommes doivent donc craindre, servir et se soumettre à Dieu, c'est-à-dire craindre, servir et se soumettre aux prêtres. Or, le message des prêtres est très clair. Soumettez-vous à Dieu et à celui qu'il a choisi pour régner, pour les représenter sur la terre, les rois. Les rois, selon les prêtres, sont les représentants du Dieu ou des dieux sur terre. On représente donc Jésus comme un roi et les rois comme Jésus, même trône, même barbe, même posture, comme on peut le voir au centre du tympan de l'église de Conques. En effet, ceux qui exercent le pouvoir se présentent comme des intermédiaires entre les hommes et Dieu. La religion est un puissant outil de la lutte des classes dans les civilisations agricoles. Si vous n'obéissez pas au roi, Dieu ne sera pas content. Et si Dieu n'est pas content, alors la nature refuse de servir les hommes. Les récoltes poussent mal, les troupeaux dépérissent, le pêcheur ne trouve plus de poissons, le fleuve déborde ou s'assèche, le volcan, etc., etc. Par ailleurs, dans le but de montrer que le roi est plus qu'un homme, qu'il est supérieur aux autres hommes, il ne doit pas consommer les mêmes produits, la même nourriture, les mêmes habits, la même maison que les travailleurs qui le servent. Vivre noblement, c'est donc consommer des produits de luxe, la soie ou le poivre au Moyen-Âge par exemple. Le luxe est donc à la fois un objectif, pouvoir vivre mieux que les autres, et un outil de la lutte de classe, pouvoir prouver ma supériorité. La noblesse et les abbayes installées dans les campagnes s'enrichissent au XIIe et XIIIe siècle. Le commerce du poivre et de la soie redémarre à l'échelle des échanges entre les continents, mais c'est d'abord dans les campagnes que s'accumulent les richesses et se déploie l'art roman. Ce sont pourtant les villes qui sont le plus marquées, avec un temps un peu décalé, certes, par le retour de la croissance. Les villes en Europe sont plutôt petites en comparaison de celles du monde musulman par exemple. Prenons Cordoue, dans le sud de l'Espagne, et Paris. Cordoue, en l'an 1000, c'est entre 250 et 500 000 habitants. Paris, vers 1200, soit 200 ans plus tard, seulement autour de 50 000 habitants. Mais les villes européennes sont en pleine croissance. L'Europe chrétienne va mieux, elle n'est plus envahie à partir de l'an 1000, et c'est même elle qui, en Sicile, en Espagne ou en Syrie, se lance dans des conquêtes. Le retour de la stabilité entraîne la reprise des échanges commerciaux sur de très grandes distances. Le poivre vient de l'océan Indien et la soie vient de Chine. Mais à l'intérieur même de l'Europe, on voit par exemple l'industrie textile se développer à Florence, dans le nord de l'Italie, à partir de laine produite par des moutons anglais en Grande-Bretagne. Les villes se développent au carrefour de voies de communication et il s'y produit donc des ruptures de charge. Il faut décharger par exemple les navires de haute mer pour les recharger ensuite sur de plus petits bateaux fluviaux par exemple. La rupture de charge provoque donc l'augmentation de la population. Pour charger et décharger, il faut une foule de dockers, de porteurs, de débardeurs, de grutiers, une main-d'œuvre nombreuse et mal payée. Mais les villes ne sont plus seulement des lieux d'échange. Elles s'imposent progressivement comme des lieux de production, en particulier dans le textile. Là encore, la main-d'œuvre est nombreuse. Entre le déchargement de ballots de laine et la mise en vente de vêtements, les étapes sont très nombreuses. Il faut laver la laine, il faut la carder, il faut la filer, la tisser, la fouler, la teindre. On pourrait en dire autant du travail des cuirs ou de celui de la pierre pour construire des bâtiments tels que les grandes cathédrales comme Notre-Dame de Paris. Les campagnes restent beaucoup plus peuplées que les villes. Villes dont on ne connaît pas la quantité de population avec précision. Mais certaines villes marchandes des Flandres ou de l'Italie du Nord grandissent vite. Bruges reconstruit par exemple 3 fois sa muraille en 300 ans. C'est bien qu'on a besoin de place et sa superficie est multipliée par 5. Le progrès économique s'accompagne d'un fort progrès technique. On peut citer l'invention du moulin à eau, de la brouette, de la boussole ou l'adoption des chiffres arabes, et en particulier du zéro. Le grand commerce renaît en Méditerranée et les marchands européens en deviennent progressivement les principaux acteurs. Cette mer est au carrefour de 3 continents et dans ses ports, on y échange des épices de l'océan Indien, du poivre, mais aussi de la cannelle, du clou de girofle, du gingembre, etc., de l'ivoire ou de l'or africain, de la soie produite en Chine ou encore des esclaves capturés en Afrique ou dans l'est de l'Europe. Ces produits sont échangés de très nombreuses fois entre marchands avant d'arriver jusqu'au consommateur, ce qui en augmente d'autant le prix et en fait des produits de luxe.
Ces produits de luxe sont d'abord consommés par la noblesse et le haut clergé, puisque c'est cette classe qui capte, au milieu du Moyen Âge, l'essentiel de la plus-value tirée du travail des paysans. Mais rapidement, ce commerce enrichit la bourgeoisie naissante qui récupère à son profit une part croissante de la plus-value. La bourgeoisie se compose au début de marchands et de commerçants qui sont concurrents entre eux, mais qui possèdent pourtant de puissants intérêts communs. Les uns et les autres ont d'abord besoin que les routes maritimes et terrestres soient sécurisées, et donc protégées contre la piraterie et le brigandage des nobles, qui n'hésitent pas à l'occasion à piller les marchands qui traversent leurs terres. Ils ont ensuite besoin que soient protégés leurs acheteurs basés dans une région étrangère, comme par exemple les acheteurs italiens de laine anglaise installés à Londres. Ils ont besoin que les routes et les ports soient entretenus. Ils ont besoin d'unification des marchés, car la multiplication des péages, des monnaies et des poids et mesures entrave la marche des affaires. Ils ont besoin d'une justice commerciale organisée et efficace. Et, de plus en plus, on le voit avec la question de l'entretien des installations portuaires ou la reconstruction des murailles, ils s'intéressent à la gestion des villes elles-mêmes. Gérer la ville est, durant la première moitié du Moyen Âge, l'affaire de la noblesse ou du haut clergé. Progressivement, l'enrichissement de la bourgeoisie et la prise de conscience de ses intérêts de classe provoquent son irruption sur la scène politique. Au XIe siècle déjà, mais surtout entre 1100 et 1300, la bourgeoisie naissante se heurte de plus en plus à la noblesse. Rappelons que les frictions portent autour de 2 points: obtenir la gestion des villes marchandes par les marchands eux-mêmes et lutter contre le morcellement féodal qui entrave le grand commerce. Dans cette lutte, la bourgeoisie peut compter sur 2 alliés. Le petit peuple, allié solide mais dangereux évidemment pour la bourgeoisie, et le pouvoir centralisé, la monarchie, qui elle aussi entend écarter la haute noblesse du pouvoir au profit d'une administration d'État. La bourgeoisie entre en lutte ouverte contre la noblesse, d'abord dans les régions les plus marchandes de l'Europe, le nord du royaume de France, les Flandres en particulier, mais aussi en Artois, en Champagne et l'Italie du Nord. Elle obtient des chartes communales qui enregistrent la fin de la soumission à la noblesse locale et au haut clergé. Cette soumission est remplacée par une soumission financière, militaire et juridique à la monarchie qui est en train de se constituer, et qui enregistre l'organisation politique des villes. Les statuts sont très divers. Le nom des élus est différent d'une ville à l'autre, consul, échevin ou capitoul, mais le résultat général est le même. Les grandes villes obtiennent d'être dirigées par leurs citoyens les plus riches. Certains aiment y voir la naissance de la démocratie, mais il ne faut pas s'y tromper, car partout on distingue bien entre ceux qu'on appelle en Italie popolo grasso et popolo minuto, c'est-à-dire les plus riches et citoyens d'un côté, ceux qui jouissent du pouvoir politique nouvellement arraché à la noblesse, et de l'autre, la masse du petit peuple qui ne participe que de très loin et qui peut payer des impôts, mais certainement pas participer à l'administration de la ville. Mais parler de popolo grasso et de popolo minuto, c'est encore ne parler que de propriétaires jouissant donc de droits civiques. Propriétaires auxquels on pourrait ajouter les juristes, les enseignants, les fonctionnaires. On oppose là entreteneurs et banquiers aux propriétaires d'ateliers ou de boutiques, mais une part importante de la population n'est pas prise en compte par les institutions municipales, ni par les sources historiques, ni le plus souvent par les historiens tout court. Ouvriers, maçons, porteurs, domestiques, lavandières, c'est-à-dire tous ceux qui travaillent, qui vivent de leurs mains, et encore les veilleurs de nuit, les gardes, les crieurs, les marchands de rue, les nourrices, les valets d'auberge, les mendiants, les juifs, les lépreux, les prostituées, autant dire que la très grande majorité des habitants de la ville sont exclus du pouvoir politique. Ces classes laborieuses sont exposées à la pauvreté, et nombre de travailleurs âgés finissent à mendier dans la rue, par exemple. Mais elles sont aussi exposées à la précarité, car leur travail constitue leur unique source de revenus. Si l'Angleterre en guerre, par exemple, ne peut pas ou ne veut pas exporter sa laine vers le continent, alors c'est le chômage technique chez les tisserands de Bruges, de Gand ou même Florence. Et ce chômage, déjà au Moyen-Âge, entraîne la misère et son cortège d'expulsions et de famine. Les campagnes aussi pouvaient connaître des épisodes de pauvreté, mais dans l'ensemble, il y avait plus de stabilité et de solidarité. Rien de tout ça n'existe en ville. Stadtluft macht frei, l'air de la ville rend libre, dit un proverbe allemand du Moyen-Âge, pour souligner que venir vivre en ville, c'est s'affranchir de la tutelle féodale.
Mais c'est aussi se couper de ces réseaux familiaux et communautaires des campagnes. En ville, les inégalités sociales ne sont pas plus ou moins fortes que dans les campagnes, mais elles sont plus brutales, car les travailleurs sont plus isolés, plus divisés. Cela n'empêche pas les classes les plus pauvres de contester socialement et politiquement. Il s'agit parfois d'obtenir des droits politiques, mais souvent, autour de 1100, 1200, la contestation prend une tournure religieuse. C'est assez logique, étant donné l'importance de la religion dans l'éducation des personnes, mais aussi du fait du poids économique et politique du haut clergé. La contestation sociale se traduit donc souvent dans nos sources historiques par une explosion des hérésies anticléricales en milieu urbain. Ceux qui sont nommés hérétiques par les chroniques s'en prennent à l'Église en exigeant d'elle qu'elle ne s'occupe que de religion et non de pouvoir et d'argent. À Lyon, par exemple, un marchand du nom de Pierre Vaudès propose une nouvelle façon de pratiquer le christianisme. Il veut une église pauvre, ne possédant que ses lieux de culte, et pas les beaux palais des évêques, par exemple. Il veut que chacun puisse lire la Bible. Or, l'Église autorisait seulement les prêtres à la lire. Pierre Vaudès l'a fait traduire du latin dans la langue de l'époque. Le fait que Pierre Vaudès rencontre un succès certain en affirmant que chacun peut être son propre prêtre, et qu'il est, en s'instruisant individuellement, et qu'il est plus important de prier que de payer ses impôts à l'Église, ont su vite convaincre le pape qu'il fallait le déclarer hérétique et tuer ses partisans pour faire disparaître ses idées de réforme. À ces hérésies, au contenu aussi social que religieux, l'Église apporte souvent une réponse brutale, policière et militaire. Mais elle sait aussi adapter son message aux exigences nouvelles. C'est ce que nous allons voir avec la naissance de l'art gothique et autres nouveautés religieuses. Les villes s'enrichissent, les villes grandissent, et entre 1150 et 1250 démarrent les chantiers de gigantesques bâtiments, les grandes cathédrales gothiques. Il faut en effet accueillir des fidèles plus nombreux. Il se trouve que le progrès technique permet une nouvelle forme d'architecture et l'émergence d'un style nouveau, l'art gothique. Les voûtes sont toujours plus hautes, la hauteur sous le sommet des plafonds à Beauvais, par exemple, atteint 48,50 m, et les murs disparaissent au profit des fenêtres. Ces chantiers s'étalent sur des durées très longues. Ils fournissent de nombreux emplois et sont un enjeu de prestige pour les villes. La bourgeoisie s'enrichit et participe à la gestion et au financement des chantiers, en particulier par le biais des corporations. Les corporations sont des syndicats patronaux de branches. La corporation des bouchers, par exemple, regroupe les propriétaires de boucheries, évidemment pas ceux qui travaillent dans ces boucheries. Elles sont un outil d'entraide et servent à fixer le montant maximum des salaires ou à veiller à la transmission du patrimoine. En tant que telles, les corporations sont un outil de lutte des classes créé par la bourgeoisie contre les travailleurs. On peut remarquer que la cathédrale est souvent d'ailleurs un lieu de réunion pour les corporations. Mais ce ne sont pas toujours les bourgeois qui mènent la lutte. Et s'ils se dotent d'outils de lutte de classe, c'est bien que les travailleurs eux aussi rentrent parfois en lutte contre eux. On l'a dit, beaucoup de travailleurs sont des journaliers. Ils se regroupent chaque matin sur une place où les patrons viennent embaucher ce dont ils ont besoin. C'est là que se regroupent aussi les travailleurs en lutte lorsqu'ils refusent de travailler pour leur patron. Les premières grèves dégénèrent parfois en émeutes urbaines. Ces émeutes nous sont mal connues avant le XIVe siècle, elles sont souvent mélangées avec les hérésies, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Elles sont motivées par les inégalités sociales croissantes. Le point de départ est souvent l'augmentation de la pression fiscale, en période de guerre particulièrement, quand le pouvoir royal cherche l'appui financier des villes. Or, dans ces villes, le fisc est géré par les bourgeois les plus riches, et les taxes, sans surprise, pèsent donc surtout sur les plus pauvres. Ce sont souvent des taxes sur la consommation de vin ou de sel par exemple. À la fin du XIVe siècle, de nombreuses émeutes sont connues, dans des villes drapières, c'est-à-dire des villes qui produisent beaucoup de tissus de laine. C'est le cas à Rouen, à Florence, à Bruges, à Gand, mais aussi à Paris, à Béziers ou dans les grandes villes du Portugal. À Florence, en 1378, les tisserands les plus pauvres prennent le pouvoir dans la ville pendant plusieurs semaines, et il a fallu l'alliance de la grande bourgeoisie et de la noblesse pour écraser militairement le soulèvement. C'est dans ce contexte que l'image du Dieu des chrétiens se modifie radicalement. Rappelons qu'encadrer la société, maintenir les inégalités sociales, c'est d'abord le rôle de la force armée.
à la suite de la révolte menée par Étienne Marcel en 1358 à Paris, ou après celle des Ciompi à Florence en 1378, c'est l'armée qui écrase les insurgés. Mais encadrer la société, c'est aussi essayer de soumettre les esprits par le mensonge. Le Christ gothique n'est plus un roi sur son trône, mais un cadavre cloué sur 2 planches, un vaincu, un personnage famélique, maigre à l'extrême, torturé, avec des plaies, sa couronne d'épines, et surtout agonissant sur sa croix. Le message est clair. Vous êtes pauvre, vous souffrez, mais avez-vous autant souffert que lui? L'Église ne renonce pas pour autant à la confusion entre roi et Dieu. Le trône et la couronne sont récupérés par une divinité nouvelle vouée à un bel avenir, la mère de Jésus, Marie, appelée aussi la Vierge ou Notre-Dame. C'est à elle d'ailleurs que toutes les grandes cathédrales gothiques sont dédiées. La monarchie ne s'y trompe pas et adopte tout de suite les codes associés au culte de Marie. C'est ainsi que la couleur bleue, couleur du deuil chez les Romains, et donc couleur de Marie portant le deuil de Jésus, devient la couleur royale de grandes dynasties, comme celle des rois de France ou des rois d'Angleterre par exemple. Marie offre en effet, aux côtés du Christ humilié et torturé, l'image d'une mère protectrice et bienveillante, refuge pour le petit peuple des villes, invité à se soumettre dans l'attente d'un monde meilleur, mais accessible seulement après avoir servi docilement et dans le respect des autorités. Enfin, la fin du Moyen-Âge voit la naissance d'une nouvelle variété de prêtres, ceux qu'on appelle les ordres mendiants, les franciscains ou les dominicains par exemple. Ils ont pour mission de combattre les hérésies urbaines en adoptant les codes et les exigences nouvelles. Ils n'ont ni les magnifiques palais des évêques, ni leurs carrosses, ni leurs vêtements de soie rouge écarlate, mais ils prêchent de ville en ville, sur les marchés, et vivent sans revenus, donc pauvrement. Ils vivent des dons qui leur sont faits et connaissent un rapide et franc succès dans toutes les grandes villes de l'Europe, comme en témoigne la superbe église des Jacobins à Toulouse. Alors, quand s'épanouissent les villes du Moyen-Âge, et que le bouillonnement social donne naissance aux classes sociales qui vont devenir celles que nous connaissons aujourd'hui, le vieux monde agricole en a pour encore des siècles avant de disparaître. Il est cependant certain qu'à partir de cette période-là, l'ascension de la bourgeoisie devient un mouvement inéluctable. Mais avec la bourgeoisie naît aussi le monde ouvrier. Et c'est à lui que l'avenir appartient, tant la bourgeoisie a fini depuis longtemps d'être une force de progrès. Et si la bourgeoisie a su vaincre la noblesse, il revient aux ouvriers de s'organiser pour renverser la bourgeoisie et créer enfin une société débarrassée de la religion, de l'exploitation et de la misère.